Merci de nous rejoindre sur Al24 News. Événement spécial, dispositif spécial. L'Algérie accueille la 4e édition du salon IATF qui s'est ouvert aujourd'hui sous la houlette du président algérien Abdelmadjid Tebboune et de ses nombreux invités, chefs d'État et représentants de gouvernements de pays africains venus prendre part à cette grand-messe du commerce intra-africain. C'est un rendez-vous qui peut redessiner la carte économique du continent, une vitrine du commerce et de l'intégration africaine, un salon qui se veut bien plus qu'un simple marché, un accélérateur de la zone de libre-échange continentale africaine, l'ASDECAF, et un révélateur des ambitions africaines face aux défis de la mondialisation. Derrière les stands et les discours qui animeront cette semaine d'échange, les chiffres parlent d'eux-mêmes. À peine 15% des échanges africains se font aujourd'hui entre pays africains contre plus de 60% ailleurs, en Europe ou en Asie. Alors l'enjeu est donc colossal. Il est temps de changer cette donne, transformer le potentiel en réalité, bâtir des corridors logistiques, lever des barrières non tarifaires et mobiliser des financements massifs. L'Algérie, de son côté, entend jouer un rôle moteur. Sa position géostratégique, ses infrastructures, sa volonté politique affichée en font une porte d'entrée vers l'Afrique et la Méditerranée, une porte d'entrée devenue naturelle. Mais cette ambition, aujourd'hui, doit également se mettre au diapason des contraintes concrètes, les délais, les financements et les compétitions d'influence qui se veulent féroces sur ce continent. Quels engagements réels sont pris aujourd'hui? Quels corridors deviennent prioritaires? Et surtout, quelles retombées tangibles pour les économies africaines et pour l'Algérie? L'IATF 2025 à Alger, c'est maintenant et c'est juste après ça. Alors pour débattre aujourd'hui autour de cet événement phare qui aura lieu du 4 au 10 septembre courant, je le rappelle, avec la participation de très nombreux invités et participants professionnels du commerce intra-africain, hommes d'affaires, mais également experts économiques. J'ai le grand plaisir d'accueillir ce soir le professeur Mohamed Cherif Belmihoub. Vous êtes économiste, ancien ministre algérien de la prospective. Bonsoir, professeur Belmihoub. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. À votre gauche se tient un autre expert économique, Mohamed Bacha, docteur en macroéconomie, ancien ministre algérien de l'industrie. Docteur Bacha, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Messieurs, vous l'avez sans doute suivi aujourd'hui, l'IATF 2025 s'est ouvert aujourd'hui au CIC Abdelratif Rahal Alger, où nous nous trouvons actuellement. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a accueilli ses invités. Il a ensuite donné le coup d'envoi de l'événement en tenant un discours inaugural de la conférence qui a eu lieu ici même il y a quelques instants. Qu'est-ce que d'abord vous retenez de cet événement qui élit son quartier général à Alger après 3 éditions? Professeur Belmihoub. Bonsoir. Effectivement, comme vous venez de le rappeler, il s'agit d'un événement majeur pour l'Algérie et pour l'Afrique. C'est un événement majeur parce qu'il y a des enjeux aujourd'hui qui s'expriment à travers la recomposition du monde. Et l'Afrique, je pense, est au cœur de ces recompositions. Et par conséquent, pour que l'Afrique joue son rôle pleinement, il faut qu'elle soit un peu mieux organisée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Quand je parle de un peu mieux organisée, c'est-à-dire qu'il faut que l'Afrique soit puissante dans les négociations internationales. Oui. Or, ce que nous relevons aujourd'hui, que l'Afrique n'est pas suffisamment intégrée, ou du moins les économies africaines ne sont pas suffisamment intégrées entre elles, et nous constatons aussi des différences d'une zone à une autre. Nous remarquons par exemple que l'Afrique de l'Est est mieux organisée et plus intégrée, l'Afrique australe aussi, mais on constate des déficits d'intégration. Des disparités, professeur Belmihoub, entre régions africaines, des disparités par zone. Les 6 zones
qui organise l'Afrique. Malheureusement, nous constatons que dans la zone Afrique du Nord, c'est la moins intégrée. Et qu'elle repose sur des infrastructures. Malgré qu'elle a tout, à l'indépendance de ces pays, l'Afrique du Nord était mieux dotée, aussi bien en infrastructures qu'en ressources naturelles. Mais pendant ces 60 années, nous n'avons pas fait peut-être le nécessaire pour une intégration réussie. D'ailleurs, nous constatons aujourd'hui que même chaque pays de l'Afrique du Nord contribue marginalement à l'économie africaine. C'est-à-dire on n'est pas intégré à l'économie africaine pour différentes raisons. Je peux évoquer 3 raisons majeures qui me semblent importantes. La première, elle est d'ordre colonial, c'est-à-dire c'est un héritage de la colonisation. Chaque pays était en quelque sorte lié à sa métropole. L'économie était organisée par rapport à la métropole. Chaque pays exportait et importait des marchandises avec sa métropole, mais pas avec les autres pays africains. Deuxième raison, qui est aussi importante de mon point de vue, et depuis les indépendances de l'Afrique, c'est que les économies se sont plus ou moins bâties sur les matières premières. Et tout le monde fait dans la matière première. Et donc, elles ne sont pas suffisamment diversifiées et elles ne sont même pas valorisées, ces matières premières, au niveau national. Et la troisième explication possible, de mon point de vue toujours, c'est la faiblesse des infrastructures entre les pays africains. Et là, nous constatons que la mobilité des marchandises est contrainte souvent par l'absence d'infrastructures ou notre facteur naturel, c'est le Sahara, qui est vraiment une contrainte difficile pour les pays qui se trouvent au nord et les pays subsahariens. Très bien. Mais je termine avec ça. Allez-y, professeur. Au cours des dernières années, tout de même, l'Algérie et d'autres pays aussi d'Afrique ont réalisé des infrastructures significatives qu'on peut observer aussi bien dans les ports que dans les infrastructures routières. Et je citerai, juste pour commencer, peut-être on revient sur ça tout à l'heure, la transsaharienne, qui est vraiment une infrastructure d'envergure. Merci professeur Belmehoub. Docteur Bacha, d'abord, bien entendu, vos impressions. L'Algérie est au cœur de l'Afrique aujourd'hui, du commerce intra-africain, de l'intégration. C'est bien une vision que l'Algérie veut développer avec ses voisins africains et une impulsion nouvelle est donnée à partir d'aujourd'hui lors de cette 4e édition de l'IATF, ici à Alger. Oui, tout à fait. Je pense que le fait que cette manifestation se tienne chez nous, en Algérie, n'est pas le fruit du hasard. Donc, les précédentes se sont déroulées en Égypte et en Afrique du Sud. Et donc, le fait que l'Algérie a tenu à ce que cette manifestation se tienne chez elle correspond à un besoin qui est interne. Ça permet de consolider notre économie et de la mettre sur la voie de son décollage. Et permet à l'Afrique aussi de sortir un peu de l'ornière dans lequel elle a été placée par le schéma mondial qui s'est fait après la Deuxième Guerre mondiale, qui a été fait de manière à privilégier les pays anciennement coloniaux, les pays qui dominaient le monde à ce moment-là. Donc l'Afrique se retrouve un peu dans une ornière et c'est important que notre pays fasse ce qu'il est en train de faire. Ça permet de donner une impulsion forte à l'Afrique. Notre pays, par son histoire, est porteur d'une ADN de libération. Donc nous sommes un pays de liberté, nous sommes un pays de libération. Et depuis, pays panafricaniste avant toute chose, et depuis toujours. On se rappelle la grande manifestation de 68 panafricaine qui a réuni tout ce que l'Afrique constituait comme artistes et personnes portées vers la culture. Donc c'est une tradition qui est forte chez nous. Et l'Algérie, par son ADN de libération, a contribué depuis son indépendance à la sortie du joug colonial d'un certain nombre de pays, d'une manière active. On se rappelle toujours les fameuses phrases de Mandela, qui considérait que l'Algérie était sa première, voire sa patrie de base, où il est devenu un homme.
Et c'est cette mission que l'Algérie, je pense, on se souvient tous de ces paroles de la chanson de Myriam Makeba. Absolument. Ana Hurra fil Jazair, je suis libre en Algérie. Absolument. Donc on le fait donc par nature et c'est notre destin d'être la locomotive de l'Afrique pour se libérer. Et je pense ce que l'on fait, il y a quelques pays africains qui le font et qui sont dans cette démarche. Donc cette manifestation, ce n'est pas simplement une réunion pour commercer. Oui. C'est important. Mais c'est une manifestation qui est fondatrice d'une démarche stratégique qui a pour ambition de mettre l'Afrique sur les voies du développement. Et vous avez cité l'inauguration avec le discours de M. le Président. Oui, on va y revenir. Qui a été extrêmement... c'est un discours vérité. Un discours engagé, il faut le dire. Engagé vérité, vers l'Afrique. Voilà, oui. en disant les choses comme elles sont. Oui. On ne se regarde pas dans un miroir déformant, oui. Un peu comme la belle qui se disait chaque matin « dis-moi qui est la plus belle ». Ce n'est pas le but du jeu. Donc il faut être conscient de ses faiblesses pour pouvoir prétendre les juguler et s'améliorer en permanence. Beaucoup de chiffres ont été cités par M. le professeur. Effectivement, l'Afrique par rapport à son potentiel, pratiquement 20% de la terre hors mer et océan, 20% de la population mondiale, une jeunesse extrêmement dynamique et active, pratiquement 60% de la population africaine à moins de 25 ans. Donc le potentiel est là. Maintenant, pratiquement 60 ans après les indépendances, il n'est pas sérieux de continuer à parler de potentiel. Il faut passer véritablement à une démarche volontariste où chaque acteur connaît sa mission et s'agence et s'ajuste avec les autres acteurs pour pouvoir hisser l'Afrique au niveau qui est le sien. En termes de données, effectivement, si on les regarde, on peut basculer facilement vers un pessimisme qui n'est pas, de vigueur. L'Afrique avec peut-être 3 000 milliards de PIB annuellement. L'Allemagne a 3400. Non, jusqu'à 3400, oui. Okay. Mais ça fait pratiquement moins qu'un pays comme l'Allemagne, qui est dans les 4500, 4600. Donc, pratiquement la plupart des pays développés. Donc, on est très, très loin d'exploiter réellement tout le potentiel qui est le nôtre. Et c'est pour ne pas se complaire, peut-être dans les chiffres un peu poudre aux yeux, 3% de l'Afrique, 3, 4, 5%. Même à 10%, l'Afrique doit aller encore davantage. Nonobstant, docteur, des perspectives de croissance, et cela on peut, et vous pouvez bien entendu le constater sur les différents rapports des organisations économiques internationales, des perspectives de croissance qui sont de plus en plus encourageantes sur le continent africain. Qui, dans le contexte actuel, ne sont pas suffisants pour impulser un véritable décollage économique. Pour décoller économiquement, il faut être à un minimum de 6, 7%, 8%. Donc sur le plan de la démarche, beaucoup d'Africains arrivent à s'aligner sur les standards de développement. Je citerai simplement, vous parliez tout à l'heure de diversité, peut-être d'inégalité ou dysfonctionnement global. Disparité peut-être entre... 5 pays, les 5 premiers pays, dont l'Algérie, cumulent plus de 55% du PIB africain. Les 10 premiers pays cumulent pratiquement 75% du PIB africain. Donc il y a encore plus de 40 pays que l'on peut considérer relativement facilement comme étant des micro-économies. Et donc ces manifestations, dans le cadre de la ZECAF, de la zone de libre-échange, pas oublier que les initiales de la manifestation, c'est IATF. IATF, c'est trade free, donc c'est libre-échange. Mais le libre-échange se fait sur des bases concrètes, de production, sur des bases industrielles. On ne commerce pas ce qu'on ne produit pas. Donc il faut produire pour commercer. Et produire à un niveau tel que l'on puisse satisfaire les besoins locaux et en même temps s'inviter dans des marchés où des consommateurs seraient intéressés d'acheter nos produits. Donc la production constitue la clé de voûte du commerce africain, intra-africain, qui est encore à un niveau indigent parce qu'on est finalement presque
dans une absence de complémentarité. La plupart des pays africains sont orientés à matières premières. Donc pour pouvoir échanger, il faut manufacturer. Pour pouvoir changer de paradigme, il faut industrialiser. Et il n'y a pas de commerce viable sans industrialisation de fond pour valoriser toutes les filières et faire en sorte, par exemple, que le cacao produit en Afrique à moins de 3 $ la tonne est revendu, manufacturé à 15 $ les 20 grammes. Oui. Donc il y a un écart de valeur ajoutée qui est produit expatrié. Principalement, rappelons-le, par la Côte d'Ivoire et le Ghana. Absolument. Donc c'est primordial que tous nos pays se mettent dans une démarche d'industrialisation forte qui leur permette d'exploiter leur chaîne de valeur et devenir des acteurs et non plus des objets de négociation à l'échelle internationale. Très bien, docteur Bachar, nous allons y revenir en détail par rapport à ces mécanismes et ces leviers qui permettront à l'Afrique demain, bien entendu, de réussir son propre modèle d'intégration économique. Professeur Belmehioub, le président de l'Algérien Abdelmadjid Tebboune, lors de son discours inaugural de cette 4e édition de l'IATF, a précisé qu'elle se tient dans un contexte mondial d'une extrême précision et sensibilité, une conjoncture marquée par une accélération sans précédent des événements, une conjoncture où les risques menaçant l'effondrement du système actuel et des relations internationales ne cessent de croître. Professeur Belmehioub, il s'agit d'économie, mais également de géopolitique. Nous le savons, eh bien l'un ne va pas sans l'autre, d'autant plus que ce continent africain, vous l'avez rappelé, a subi les affres de la période coloniale, mais également post-coloniale, on peut dire également néo-coloniale, où les interventions étrangères continuent d'essayer de redessiner peut-être les cartes du développement économique. Que pèse aujourd'hui cette géopolitique sur le continent africain? Comment peut-on la mettre au service d'une intégration africaine, régionale, réussie selon les fondements et les principes de ce continent africain? Je crois qu'on n'a jamais eu une présence ou un impact direct de la géopolitique sur l'économie comme en ce moment. Ça nous rappelle un peu le partage du monde en 1884 lors de la conférence de Berlin, sous l'impulsion de Bismarck. On avait décidé de partager petit par petit morceau l'Afrique entre les différentes puissances internationales. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'on revient un peu sur ça sous d'autres formes. Alors, la première question qui est posée aujourd'hui, lorsqu'on parle d'Afrique, c'est les matières premières. C'est encore les matières premières, parce que cette Afrique n'a pas été suffisamment explorée et encore moins exploitée par ces matières premières. Et donc, les réserves sont encore là, dans le sous-sol. Et ces matières premières, avec le développement technologique, deviennent aujourd'hui valorisables, qu'on peut exploiter. Il n'y a pas que le minerai, il y a d'autres minerais nobles qui sont utilisés dans la technologie, dans les TIC, etc. Donc là, il y a un enjeu à ce niveau-là, celui de la richesse minière de l'Afrique. Qui va avoir le contrôle sur cette richesse minière? Deuxième enjeu, il est démographique. Et là, l'Afrique aussi a une singularité. Aujourd'hui, les 5 premiers, plutôt en 2050, les 5 premiers pays au monde en démographie seront, après les 2 asiatiques, seront en Afrique. Nous avons le taux de fécondité le plus élevé dans le monde. Et je donne un titre d'exemple. Le Niger, il a un taux de fécondité de 7 enfants par femme. C'est jamais égalé un taux comme celui-là. Alors que les pays européens n'arrivent pas à avoir une croissance d'équilibre, ce qu'on appelle une croissance de renouvellement de la population. Donc ces 2 facteurs à eux seuls suffisent pour poser la problématique des enjeux en Afrique. Sur les matières premières, nous constatons déjà maintenant les grandes économies, les grands États, enfin les puissances internationales qui se positionnent et nous pouvons voir le volume des investissements chinois, mais pas que,
les investissements turcs et en Afrique du Nord. Les Chinois sont plutôt en Afrique de l'Est. Oui. Et nous avons aussi des volumes... Là où il y a des passages et des corridors maritimes qui les intéressent. Absolument. Nous avons aussi des investissements des pays du Golfe, beaucoup plus que les Turcs, toujours en Afrique de l'Est. Là, je peux dire que l'Afrique de l'Est attire massivement les IDE, contrairement à l'Afrique du Nord qui, jusqu'à présent, malheureusement, reste un peu en position d'attente ou en position de suiveur. Mais attention, les IDE peuvent constituer un problème par la suite. Oui. Parce que quand l'IDE ne peut plus servir son pays d'origine, elle se retire. Et ça, c'est dangereux. Oui. Elle reste sur... Après avoir organisé une fuite des capitaux, souvent dévastatrice pour les pays. Utilisée de façon massive et exploitée, elle peut se retirer et laisser le pays avec le taux de chômage, avec une population déshéritée, etc. On l'a constaté à l'époque dans le fameux précaré français, lorsque les majors pétrolières et gazières se trouvaient dans ces pays qui n'ont pu malheureusement bénéficier des fruits de leurs ressources naturelles. C'est l'Indonésie et le Mexique, par exemple, des exemples. Et nous avons un exemple tout près de chez nous, la Tunisie, qui a bénéficié beaucoup d'IDE. Et puis les IDE, suite à la crise politique interne à la Tunisie, puis aux autres facteurs, se retirent maintenant et laissent beaucoup de cadavres dans les zones industrielles tunisiennes. Donc là, je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler avec les IDE, mais il faut faire très attention. Les IDE, ils ont des stratégies, ils ont des objectifs. Il faut savoir se positionner par rapport à ces IDE. Une arme à double tranchant. Absolument. Comment participer au capital, comment réglementer la sortie de ces IDE en cas de difficulté, etc. L'autre voie qui me semble aussi importante, c'est d'impliquer les investisseurs dans les infrastructures. Parce que les infrastructures, on ne peut pas les déplacer. Et ça serait très intéressant justement de les impliquer. La Chine joue le jeu. J'allais dire, l'Algérie le fait avec la Chine, avec pas tout à fait. Moins de réussite. Non, malheureusement non. La Chine, aussi bien pour le port centre, la Chine s'est retirée. Alors, on n'a rien d'officiel pour l'instant. Le chantier n'existe pas. Voilà. Aucune annonce officielle Deuxièmement, par rapport au port sur le gisement de Garage Billet, les Chinois sont là pour faire les travaux et être payés. Ils ne sont pas dans le capital. Alors, on aimerait bien que des investisseurs internationaux s'impliquent dans le capital. Très bien. Pour qu'à ce moment-là, ils restent liés au pays, ils restent liés à l'activité, etc. Donc, effectivement, il y a beaucoup de secteurs sur lesquels on peut être attractif, mais il faut peut-être revoir notre législation pour attirer plus d'investisseurs sur les infrastructures, parce que l'investissement dans le secteur productif, la législation est conforme aux standards internationaux. Par contre, sur les infrastructures, ce sont d'autres logiques, d'autres comportements. Et pour attirer des secteurs de niche, il faut le dire, les infrastructures, professeur. Pas uniquement de niche, non, au contraire, c'est le long terme. Et le long terme, si on cherche une rentabilité à long terme, l'investisseur ne vient que s'il y a un ensemble de garanties qui lui sont données. Parce qu'il ne va pas récupérer son capital au bout de 10 ans ou 15 ans. Quelles sont les formes d'investissement privilégiées? Les PPP à ce moment-là? Les PPP, oui, les PPP aujourd'hui, mais qui sont encore dépassés, parce qu'on commence à... Le bilan de la Banque mondiale sur les PPP, il est mitigé. Il y a beaucoup d'échecs, il y a beaucoup de réussites, mais il y a beaucoup d'échecs. Il y a certains secteurs qui ne fonctionnent pas avec les PPP, il y a d'autres moins. Je pense qu'il faut qu'on organise d'abord au niveau national. Je pense que c'est là aujourd'hui, malheureusement, on peut le dire en Algérie, à part Sonatrach, le nouveau groupe Sonarem qui se met en place, il n'est pas encore structuré, peut-être Sonelgaz, nous n'avons pas des entreprises de taille critique capables d'attirer des investisseurs étrangers, par ils leur donnent la garantie. Une clusterisation peut-être des entreprises dans certains secteurs, est-ce que ça aiderait justement à attirer plus clusterisation, d'observateurs? Ça marche dans les secteurs manufacturiers, mais pas dans les infrastructures. Donc je crois, moi, de mon point de vue, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, il faut renforcer nos groupes industriels qui soient de taille critique, capables de négocier au plan international. Y compris en matière de gouvernance.
professeur. C'est sûr. Parce que quand vous négociez un pacte d'actionnaires avec un étranger, ce n'est pas une mince affaire. Très bien. Très, très complexe. Mais quand vous avez la taille critique, quand vous avez le management approprié, vous pouvez négocier d'égal à égal. Et là, nous avons cette faiblesse d'avoir pas des petites entreprises, des entreprises moyennes, y compris dans le secteur public, elles ne sont pas suffisamment grandes, à part quelques groupes qui sont encore insuffisamment structurés, mais dans le secteur privé, c'est encore petit. Et là, il faut trouver les formules, comment faire de l'agglomération des entreprises pour avoir des groupes qui interviennent puissamment à l'international. Et derrière ces entreprises, ces groupes, il y a des PME, bien sûr. Très bien. Donc, le schéma de l'organisation industrielle chez nous n'est pas encore fiable pour aller dans des projets internationaux de grande envergure. Très bien. C'est une question de maturité avant tout, professeur Belmehob. Docteur Bacha, avant de vous poser la question suivante, je vous propose de marquer une première pause. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Ce débat passionnant se poursuit sur Al24 News juste après une courte pause. De retour, mesdames et messieurs, ici au CIC Abdelatif Rahal à Alger, qui accueille fièrement la 4e édition de l'IATF, ce salon dédié au commerce intra-africain qui porte aujourd'hui la vision de la zone de libre-échange continentale africaine. Je suis en présence du professeur Mohamed Cherif Belmehob, économiste et ancien ministre algérien de la prospective, également le docteur Mohamed Bacha, docteur en macroéconomique et ancien ministre de l'Industrie. Nous débattons justement de cette première journée de l'IATF qui a été inaugurée officiellement aujourd'hui par le président algérien Abdelmadjid Tebboune en présence d'un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement. Docteur Bacha, nous parlions tantôt de l'aspect géopolitique, mais également, vous l'avez cité, de cette forme de s'organiser continentalement pour pouvoir disposer de soi-même sur un certain nombre de mécanismes africains. Et ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est ces mécanismes qui permettront à ce continent africain de financer son développement à travers les infrastructures. Par exemple, nous avons vu récemment, lors du dernier sommet de l'Union africaine, que l'Algérie notamment et d'autres pays ont appelé à la création d'un certain nombre de mécanismes de promotion de l'investissement par des financements, mais également des mécanismes de gestion du crédit, parce que certains pays africains pâtissent actuellement de la vision occidentale, ultra-libérale de certaines agences. On peut citer quelques-unes comme Fitch ou Moody's qui ont la main justement aujourd'hui sur la manière de financer les crédits. Le crédit qui permettra à un certain nombre de pays africains de dépasser le poids de la dette et de continuer à financer leur développement. Que faut-il faire aujourd'hui dans le cadre de cette vision de l'IATF pour conforter cette vision ? Il faut dire que vous posez une question qui est cruciale donc par rapport aux enjeux géopolitiques mondiaux qui se déroulent. Donc on s'aperçoit que, d'ailleurs ce que dit un proverbe africain, seul on peut aller vite et ensemble on ira loin. Oui. Donc c'est un fait qu'en étant isolé, chacun négociant pour soi, un pays seul ne peut pas peser dans la balance. Et on le voit dernièrement dans l'actualité, l'accord que les Américains du Sud ont passé avec l'Europe. Oui. C'est dans un cadre global du Mercosur. Donc ce n'est pas isolément que les gens vont négocier. Et je pense que c'est peut-être une des faiblesses majeures de l'Afrique. C'est que chacun y va tout seul vis-à-vis de mastodontes économiques et juridiques qui maîtrisent des aspects de technicité et de puissance qui sont extrêmement importants. Donc il est fondamental que des manifestations de celles qu'on vit aujourd'hui chez nous soient une occasion de remettre peut-être les choses en question par rapport à des démarches qui sont maintenant obsolètes. Il faut absolument que l'on puisse peser
dans les négociations internationales et de n'être plus un objet de convoitise, mais devenir un véritable acteur géopolitique. Mais là, comme on dit, il y a loin de la coupe du verre à la coupe, à la bouche. J'aimerais donner un exemple, docteur, sur ces fameuses agences de notation de crédit et leur vision ultralibérale. Souvenez-vous, à l'époque de la crise des subprimes, comment étaient notés ces fameux subprimes, selon vous? C'était généralement des triple A, si vous vous souvenez bien. Alors que ces mêmes agences sont intraitable dans la gestion de la notation des crédits par rapport à certains pays africains qui ont très peu de moyens et qui n'ont pas d'autre choix que de s'endetter pour continuer à financer leur développement. Oui, c'est ce manichéisme, clair. Cette vision à double tranchant peut-être... De toute façon, les institutions internationales sont connues pour des orientations géopolitiques et géostratégiques qui ne vont pas dans le sens des pays en développement et des pays émergents. Que ce soit le FMI, la Banque mondiale ou un certain nombre d'agences qui travaillent peut-être d'une manière avec une couverture de technicité et d'analyse économique, etc. Mais sur le fond, les rapports de force priment dans les rapports internationaux. Si on est en coalition, si on est ensemble, on peut peser. Si on est seul, généralement, comme disait à un moment donné, j'ai été perdu lorsque le taureau blanc a été pris. Oui. Donc c'est clair que si on se laisse faire et si on laisse faire les autres vis-à-vis de nos autres pays, effectivement, le tour de l'un et de l'autre arrivera pour être phagocyté. L'enjeu maintenant, c'est comment arriver à institutionnaliser une démarche politique qui fait que le commerce africain se développe, la confiance s'instaure entre les Africains et même l'investissement intra-africain soit boosté. Il y a un certain nombre de blocages ou de freins qui font que l'Afrique reste encore cloisonnée et dépendante d'un certain nombre de marchés extérieurs où tous les rapports se définissent à leur niveau, que ce soit les prix, les quantités, les qualités, etc. et même le besoin. De toute façon, l'Afrique répond aux besoins des pays industrialisés et ne répond pas du tout à ses besoins. Donc comment arriver à faire en sorte que l'économie africaine se consolide, qu'il y ait davantage d'intégration et que les Africains passent d'un niveau rachitique en termes d'échange à un niveau plus consistant, comme en Europe ou en Asie. 60% du commerce intracontinental à leur niveau se fait entre eux. Comment arriver à un tel niveau, ou du moins progressivement, et à quelle échéance? Donc il y a un certain nombre d'outils qui nous font défaut, que ce soit au niveau des pays ou à l'échelle globale. La planification stratégique est un outil qui est quasiment mis hors d'état d'agir. Pratiquement aucun pays africain n'agit dans ce sens. L'intelligence économique, c'est une démarche qui nous permet de gérer la donnée, d'avoir une veille stratégique de haut niveau et d'agir en lobbyisme puissant qui permet de sauvegarder nos intérêts. Oui. Pratiquement aucun pays africain n'a en place une structure d'intelligence économique qui soit à la hauteur de ses besoins. Peut-être un peu la Tunisie a une longueur d'avance sur d'autres pays, mais en tout état de cause, si on évalue la Tunisie par rapport à son potentiel, 50 milliards de dollars de PIB ne fait pas d'elle une hyper-économie. Ça reste une microéconomie, qu'on le veuille ou non. Ce qui n'enlève rien à leur capacité et à l'intelligence tunisienne. Exactement. Ce n'est pas le but de la question. Mais en tant qu'entité globale, nous restons encore très insuffisamment capables d'exploiter nos potentiels. Si on devait se comparer à une entreprise, notre niveau d'activité représente peut-être 10% du potentiel effectif. Si on voit en termes de pays équivalents sur le plan stratégique, un pays comme l'Espagne, c'est 45 millions d'habitants, une superficie qui équivaut peut-être à 2 ou 3 wilayas de chez nous. Et elle fait un PIB qui dépasse, qui est maintenant pratiquement de 2450 milliards. Donc nous avons un retard en termes de croissance qui est global et qui est valable pour tous les pays africains. Et avec une différenciation très importante en termes de structure. On a des pays qui sont relativement, qui sont à la porte de l'émergence, qui n'y sont pas encore.
donc les 5 pays ou les 6 pays qui sont dans le top 5. Et puis les autres, vous savez, le PIB médian en Afrique est de l'ordre de 10 milliards de dollars. C'est-à-dire que plus de la moitié des économies africaines sont à un niveau d'entreprise internationale moyenne. Pour rester sur les mécanismes, docteur Bacha, comment justement cette zone de libre-échange africaine, continentale africaine, pourrait-elle remédier à ces blocages, pour ne pas dire difficultés, au niveau de certains pays africains, mais au niveau de ces 5 ou 6 régions de l'Union africaine qui se juxtaposent, mais qui n'arrivent pas à se parler économiquement parlant à travers ce fameux commerce intra-africain qui devra d'une manière ou d'une autre se mettre en place, car on n'a pas le choix. Je vous disais tout à l'heure le principe de la planification stratégique qui nous permet de nous évaluer nos forces, nos faiblesses, les opportunités, les menaces qui se mettent, qui sont autour d'un pays ou du continent, et qui nous permettent de définir... Tout commence par une analyse SWOT alors. Oui. Pourquoi pas, oui. Mais c'est des outils qui sont importants, il ne faut pas les négliger. C'est valable pour une entreprise, c'est valable pour un secteur, c'est valable pour un pays, c'est valable aussi pour le continent. Oui. Et ça permet, et je pense que cette occasion par rapport à une manifestation de cette ampleur, on peut imaginer que si la zone de libre-échange est un cadre d'action, et qui, dans une de ses dispositions, considère la diversification économique comme un des piliers du commerce interafricain. Donc, si vous voulez, la conscience stratégique de se diversifier est incluse dans le pacte de la ZLECAf. Donc le besoin est là. Maintenant, la démarche, chaque pays, je parlais de conscience stratégique, il y a aussi la conscience organisationnelle. Chaque pays doit être organisé pour pouvoir optimiser ses ressources. Et il y a aussi la conscience de soi, de chaque citoyen, pour pouvoir être un acteur de son pays. Donc chacun à son niveau doit pouvoir jouer son rôle. Sur le plan africain, beaucoup d'institutions qui partagent l'information n'existent pas. Tout à l'heure, le professeur parlait d'IDE nocifs ou toxiques. Ils sont là. Quand on n'est pas structuré, quand on n'est pas organisé, quand on n'a pas les outils de défense nécessaires et même d'être offensif, on n'attire pas les investisseurs stratégiques, on attire les prédateurs. Oui. C'est eux qui viennent chercher à se régaler. Donc en s'améliorant sur le plan organisationnel, sur le plan d'organisation de l'économie, et l'Algérie peut donner cet exemple. Oui. Nous avons un certain nombre de jalons qu'on a réussi à mettre en place, et on se rappelle tous, sans être passéiste, les années 70, l'Algérie était portée par une démarche de développement où, je me rappelle au plan, on disait que le retournement devait se faire au début des années 80. Malheureusement, au début des années 80, le retournement ne s'est pas fait dans le sens où on l'attendait, mais dans le sens d'un revirement vers des approches qui nous ont menés là où nous ont menés et qui nous ont fait perdre peut-être 15 ou 20 ans ou 30 ans de développement. Donc on a beaucoup d'expérience. On a des capacités d'être en situation de benchmarking par rapport à l'Afrique pour dire voilà ce qu'on a compris sur la manière de se développer, voilà les erreurs qu'on a commises. Et pour se corriger, il faut reconnaître ces erreurs. Et voilà ce pourquoi on vous propose comme feuille de route à partir de cette manifestation pour s'organiser et améliorer notre capacité à mieux gérer nos potentiels économiques, nos chaînes de valeur, et mieux transformer chez nous. Une économie qui ne transforme pas, qui n'arrive pas à développer, ce que le professeur disait, des champions capables de s'imposer sur le plan régional et international, ne peut pas prétendre à la diversification. Très bien, l'espoir renaît ici tout de même, docteur Bacha, en Algérie, lors de cette 4e édition de l'IATF, placée justement sous le signe d'un espoir envers d'un commerce intra-africain qui se met en place, notamment grâce à la ZLECAf, cette même ZLECAf, professeur Belmihoub, qui devra quant à elle s'appuyer de manière sérieuse sur ce qu'on appelle les corridors stratégiques. Aujourd'hui, 9 corridors, grands corridors trans-africains sont identifiés par l'Union africaine. L'Algérie est engagée dans le corridor, vous l'avez dit, transsaharien, cette fameuse route qui part d'Alger pour arriver
à Lagos au Nigeria, mais aussi d'autres projets de liaison ferroviaire vers la Mauritanie, ou encore la Tunisie. Selon vous, quels corridors doivent être considérés comme prioritaires pour ancrer le rôle de l'Algérie dans cette intégration économique africaine? Alors, si vous permettez, juste revenir juste quelques minutes sur l'enjeu international. L'Afrique est vraiment le continent victime des institutions internationales. Ouais. Je m'explique. Je tiens juste à rappeler que cela a fait partie d'un passage du discours du président algérien Abdelmadjid Lioum Tebboune. Absolument. On a mis des institutions, ce qu'on appelle les institutions de Bretton Woods, en 1944, 1946, et on a, à travers ces institutions, le FMI régule, la Banque mondiale aide. Lorsque le FMI intervient pour réguler, il peut faire de la casse, la Banque mondiale vient pour corriger, etc. etc. Président Abdelmadjid Tebboune, juste pour le citer, qui a déclaré aujourd'hui l'Afrique est marginalisée dans la prise de décision économique mondiale en raison de sa marginalisation dans la plupart des institutions financières et économiques internationales. C'est exactement ça. Et je vous donne des statistiques. Sur 29 pays qui ont été soumis au PAS, différents programmes d'ajustement structurel, du FMI, 22 Africains, 3 s'en sont sortis plus ou moins bien. L'Algérie a eu à faire cette expérience. Bon, l'Algérie a eu une expérience pas tout à fait impasse parce que c'est un truc de courte durée. L'ajustement a été fait rapidement et on est sorti des conditionnalités. Mais je parle des vrais passes par lesquels sont passés et le Maroc et la Tunisie et l'Égypte. Dernière 2 fois. La Tunisie, elle revient. Mais maintenant, on ne parle plus de passes. De passes, oui. Et donc, sur les 22 pays africains, il y en a 2 ou 3 qui sont sortis plus ou moins. Est-ce que c'est à cause de ces passes ou pour d'autres considérations? Mais pour dire, ça a été un échec lamentable. Et lorsqu'on observe ces institutions internationales, je vais parler tout à l'heure de l'OMC et de la ZLECAf, lorsqu'on regarde de près ce que font ces institutions aujourd'hui quand ils interviennent dans les pays africains et d'Amérique latine, au titre du chapitre 4, ils regardent la solvabilité du pays. Il ne faut pas que le pays devienne insolvable parce que les factures sont en Occident. Ils ont peur beaucoup plus de ça que du développement local, des chômeurs, de la cherté de la vie, de l'inflation, etc. etc. Il vérifie en premier lieu la solvabilité du pays. Dispose-t-il de réserves de change? A-t-il la capacité de rembourser sa dette, etc. etc. Et on distribue la note. Voilà. Alors il y a des pays complètement déstructurés, mais qui ont une façade ou une couche qui leur donne une certaine solvabilité. On dit que c'est une économie équilibrée, en croissance, etc. Alors que tout est faux. C'est en creuse. Cela se fait au détriment du développement, bien entendu. Et puis nos dirigeants, malheureusement, écoutent ces notes du FMI, de la Banque mondiale. D'où l'appel à la création de cette fameuse agence africaine de la notation de crédit durant le 38e sommet de l'Union africaine. Qu'il faut s'autonomiser de ce système parce qu'il est destructeur. Et donc nos dirigeants africains ils sont contents quand on leur dit que vous êtes bien, etc. Et l'année prochaine, on leur dit non, vous êtes dans le chaos. Et là, ils ne parlent pas. Quand la note est mauvaise, ils ne parlent pas de cette note. Là, c'est la première chose, la première observation. Et puis l'OMC est venu beaucoup plus tard, justement pour le libre-échange, la mondialisation. Et c'est un instrument qui a été mis aussi au service de l'Occident, des économies développées. Et de mon point de vue, la ZLECAf est tombée dans le panneau. On a repris toute la réglementation de l'OMC et on l'a plaquée, on a dit c'est la ZLECAf. Si vous regardez la ZLECAf, toute la réglementation, c'est l'OMC, copier-coller. Alors que peut-être les pays africains ne sont pas au niveau de ces pays développés et d'ailleurs qui sont soumis à des conditions de préparation pour être membres de l'OMC. Et là, on va soumettre 53 pays africains d'un seul coup à des règles identiques à celles de l'OMC, alors que certains pays ne sont pas prêts pour aller dans ce sens. Moi, de mon point de vue, on aurait dû regarder ça de près et faire des adaptations. Alors, évoluer. Ce n'est peut-être pas à mettre au crédit de la ZLECAf en elle-même, mais plutôt sur la vision avec laquelle... Oui, voilà. Non, ce sont les C'est-à-dire pas la ZLECAf en tant qu'instrument qui je parle de contenu. Oui, voilà. Ce sont les experts de la ZLECAf, conseillés par l'OMC. Et on leur a donné ce modèle ultralibéral, alors que l'Afrique n'a pas besoin, pour le moment du moins, elle a besoin de développement beaucoup plus que de
de liberté totale, commerciale, etc. Il y a certains pays qui ont besoin de l'aide pour être à niveau sur le plan, pour mettre en exploitation leurs usines, leurs exploitations, leurs richesses minières. Là, on a pris quelque chose de définitif, alors qu'on aurait pu aller progressivement. Et là, on ne fait pas attention à ces choses, mais qui ont des effets directs sur les pays. Revenons à ces fameux corridors, professeur. Alors, les corridors, bon, on peut recenser 13. Ouais, 13, oui. Il y a 4 en projet. Oui. Mais il y a 4 en projet, voilà, oui, les 9. Les 9 sont réalisés presque. Voilà. Il y en a 3 ou 4 qui sont opérationnels et qui marchent plus ou moins bien. Il y a une étude de la CNUSED sur ces corridors en Afrique qu'elle a bien noté, qu'ils tournent bien. Et encore une fois, c'est en Afrique de l'Est et en Afrique australe, parce qu'il y a des traditions d'échange entre les pays. Il y a même j'allais dire, des législations plus ou moins rapprochées, plus ou moins standardisées. Donc là, ça a été facile pour les mettre en place. Il y a d'autres corridors qui, d'abord, souffrent encore de moyens logistiques, parce que le corridor, ce n'est pas uniquement la route qu'on a construite, ou le port, ou le chemin de fer. Il y a des équipements spécifiques pour justement organiser les flux vers les pays membres du corridor. Et là, pour accélérer, pour faire vite, pour que les marchandises ne traînent pas trop dans les frontières. Donc il y a des équipements que certains corridors ne disposent pas encore pour le moment. Et deuxième question qui est très très contraignante souvent, c'est que la législation est différente d'un pays à l'autre. Oui. Et là, pour se mettre d'accord, pour trouver un accord... C'est l'une des préoccupations de la ZLECAf, justement, d'harmoniser ces législations, notamment au niveau douanier, tarifaire. Absolument. Et là, certains pays vont jusqu'à dire nous pouvons proposer une législation dérogatoire pour les corridors. On garde notre législation qui est standard au niveau international, etc. Mais pour les corridors, nous sommes prêts à avoir une législation dérogatoire, ce qu'il faut faire d'ailleurs, l'adapter au contexte pour faciliter les échanges. Parce qu'aujourd'hui, malgré les infrastructures, les délais d'acheminement des marchandises d'un pays à l'autre sont encore très très élevés. Les frontières sont fermées, les règles douanières ne sont pas respectées, les contrôles prennent plusieurs jours, contrôle qualité, je parle de contrôle qualité. Et donc il y a un certain nombre de facteurs qui font que les corridors sont soumis à des législations nationales. Chacun dans son coin, et là ça ne fait pas corridor. Très bien. Corridor, lorsqu'on se met d'accord sur un minimum de règles homogènes qui ne pénalisent personne, bien sûr, et qui doivent évoluer. C'est ça l'intérêt, ce n'est pas d'aboutir du premier coup à l'optimum. C'est d'aller par étapes et arriver au bout d'un certain nombre d'années à une réglementation optimale. Et là, ça manque. Et justement, l'Afrique ne dispose pas aujourd'hui d'institutions spécialisées dans ces questions. L'Afrique, au niveau de l'UA, à part un secrétariat technique qui fait un peu de la législation, de l'harmonisation, il y a un secrétariat technique de la ZLECAf qui est à côté, qui s'occupe des aspects ZLECAf, mais sinon nous n'avons pas d'institution capable de fournir l'expertise nécessaire aux décideurs politiques au niveau de l'UA. Et nous n'avons pas, par exemple, un institut sur le droit africain, par exemple, pour dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, les contradictions qui peuvent exister. Nous n'avons pas, par exemple, des organismes de métrologie, parce que la métrologie, c'est un outil extraordinaire dans les échanges internationaux. Les instituts de normalisation. Parfait, professeur. Donc je vous propose, ça, c'est des questions très, très importantes. Permettez-moi de vous proposer de marquer une deuxième pause, s'il vous plaît, avant de revenir à ce débat passionnant ici en direct du CIC Abdallah Tifrahal à Alger pour la 4e édition de l'IATF qui a élu son QG Alger du 4 au 10 septembre. Je vous retrouve juste après une courte pause. De retour ici au CIC
c'est Abdelatif Rahal pour cette 4e édition de l'IATF qui a été inaugurée aujourd'hui par le président algérien Abdelmadjid Tebboune en présence d'un certain nombre de chefs d'État et de gouvernements africains. Un engouement spécial accompagné le lancement de cette 4e édition. Nous en parlons ce soir en direct avec nos invités, professeur Mohamed Cherif Belmihoub et docteur Mohamed Bacha. Nous parlions, docteur Mohamed Bacha, avant cette pause, de ces corridors, un des nombreux leviers dont l'Afrique pourrait disposer justement pour mettre sur rail ce projet d'intégration économique via un commerce intra-africain qui ferait peut-être la part belle aux échanges intra-africains. Justement, l'IATF 2025 met en avant plusieurs secteurs autres que ceux qui exploitent des matières premières. Plus de 70% des exportations africaines reposent encore malheureusement sur l'extraction et l'exploitation des matières premières. L'intégration économique, c'est avant tout de l'import-export, c'est cela l'échange commercial. En général, les secteurs agroalimentaires, le pharmaceutique, le numérique, l'Algérie promeut cette vision depuis quelques années déjà. Comment justement cette Algérie qui déploie une politique d'industrialisation et de substitution aux importations peut-elle contribuer à impulser une chaîne de valeur industrielle africaine intégrée? Je sais que ce projet vous tient particulièrement à cœur. Oui. Je pense que le commerce peut être un catalyseur. Oui. Qui permet d'accélérer la démarche. Mais en tout état de cause, on commerce ce qu'on produit, notamment dans une zone de libre-échange. Donc il y a le principe de la validation de l'origine qui est fait. Et donc on ne vend pas des produits qui viennent hors continent. Il faut que ce soit produit dans les pays pour pouvoir pour circuler. Et qui dit circuler, dit justement, si vous parliez de corridor, donc dans une problématique plus générale de logistique. Quels sont les moyens que nous avons pour faire en sorte qu'un produit puisse aller, par exemple, d'Alger, et peut-être je donne un exemple extrême, vers le Cap. Traverser 7800 km, est-ce qu'on est capable de le faire maintenant et par quelle voie? Oui. Par la voie... maritime? Maritime, bon, c'est possible, mais... Ferroviaire ou terrestre? Ou terrestre, ou aérien. Ça peut être aussi l'avion, mais les coûts sont prohibitifs. Donc généralement, ce qui favorise le développement d'une armature industrielle, c'est la présence d'un réseau ferroviaire développé. Oui. Et le coût d'ailleurs est extrêmement prohibitif. Hein. La tonne pour les 1000 km par la voie ferroviaire, c'est à peu près 50 ou 70 $. Par la voie routière, c'est 150. Par la voie aérienne, c'est plus de 1500 à 2000. Oui. Donc les coûts sont extrêmement prohibitifs. Donc si on met en place une armature logistique qui permet aux marchandises africaines produites dans chaque pays africain, d'une manière avec une montée en cadence, il faut se doter d'une logistique appropriée. En termes de port, en termes d'aéroport, en termes de réseau routier. Et jusqu'à maintenant, ça reste encore le parent pauvre de l'aménagement du territoire, peut-être dans tous les pays africains. On a un problème véritablement d'aménagement de territoire qui est l'élément fondamental. C'est l'autre revers de la pièce de la planification. On ne peut pas parler de planification sans aménagement de territoire et inversement. Donc il y a une problématique à ce niveau-là qui est très importante. Comment faire en sorte que l'on mette à niveau toutes les économies africaines de manière qu'elles deviennent accessibles en termes physiques. Jusqu'à preuve du contraire, ce qui peut se consommer, ce n'est pas dans les rêves. C'est sur une table que ça se met ou dans une roue que ça s'utilise. Donc c'est des produits physiques qui se vendent et qui vont d'un pays à l'autre. Comment vont-ils y aller? Quelle est la démarche qui permettra de mettre à niveau les économies africaines pour pouvoir faire en sorte que la marchandise sorte de chez eux vers les pays limitrophes ou ailleurs et inversement recevoir rapidement des produits à des coûts qui les rendent aussi compétitifs. Est-ce qu'il faut penser peut-être à une certaine forme africaine d'un marché commun, peut-être, qui verrait le jour à l'avenir? L'ASDECAF, par définition, c'est le marché commun. C'est un système de libre-échange. Donc l'objectif, c'est de créer un marché commun. Mais la marchandise, comment elle circule? Quelle voie elle va prendre? Si vous envoyez
Maintenant, un colis d'Alger vers le CAF, il n'y arrivera jamais par voie terrestre. Les routes sont coupées entre différentes villes et vous n'y arriverez jamais. Ou alors dans 10 ans. Donc ce n'est pas le but du jeu. Et donc c'est plusieurs, non pas une seule, mais plusieurs routes transsahariennes qui devraient se mettre en place sur ce continent africain, qui, rappelons-le, est gigantesque par la géographie et la superficie. La Banque africaine de développement estime que l'équivalent d'un plan Marshall pour l'Afrique et la mettre à niveau sur les 10 ans, c'est l'équivalent de 180 milliards d'investissements chaque année. Donc c'est des montants qui sont extrêmement importants, qui nécessitent donc une sorte d'innovation en matière de financement pour pouvoir mettre à niveau tous les pays africains. Le but de la ZLECAf n'est pas de bénéficier aux pays qui sont structurés, le top 5 ou le top 10, mais de faire en sorte que tous ceux qui sont à l'arrière puissent rattraper et faire en sorte qu'il y ait un partage équitable de la croissance entre tous les pays africains et tous les citoyens africains, là où qu'ils soient, en termes de bien-être, en termes de services publics, en termes d'accès à une consommation qui soit à la hauteur d'un pays qui se développe. Donc les enjeux sont très importants à notre niveau et peut-être l'occasion que nous avons chez nous, avec l'expérience que nous avons en termes d'aménagement de territoire et de planification, c'est d'éclairer et d'être quelque part un passeur d'idées pour mettre en place de nouveaux paradigmes de développement et faire en sorte que les pays sortent du jour le jour et puis de la gestion des urgences là où elles se trouvent pour vraiment s'instituer et s'instaurer dans une démarche de planification organisée, structurée, qui planifie les projets, qui les priorise, qui définit les modes de financement et qui définit les partenaires au cas par cas pour pouvoir les accompagner et aller là où ils doivent aller. Sinon, on va continuer encore une fois à discourir peut-être avec toute la bonne foi que nous avons, sans mettre en place les outils institutionnels et de mise en œuvre pratique, opérationnelle, en termes de management opérationnel, pour faire en sorte que l'Afrique devienne un véritable marché commun et non pas des marchés isolés qui ont beaucoup de difficultés à se connecter et qui finalement continueront à ne pas partager entre eux peut-être les richesses éventuellement qui existent chez eux ou qui peuvent être produites dans les années à venir. Et là, en termes de planification stratégique, il est important qu'on puisse se fixer des seuils et des jalons. Si on se fixe un seuil, par exemple, à 2040, un niveau de 60% d'échanges intra-africains, c'est 2040, il ne faut pas rêver. 2040 se prépare aujourd'hui, se met en place à partir de maintenant, avec des jalons à 2030, à 2035. Est-ce que, en tant que pays africain, globalement, on a les outils stratégiques qui nous permettent réellement de définir cette planification et ce management stratégique qui nous permet d'atteindre cet objectif peut-être, disons, d'être au niveau de l'Europe à 60% d'échanges intra-africains en 2040. La question reste posée. La question reste posée, docteur Bacha. Nonobstant cette Afrique, on doit lui trouver, malgré nous, des circonstances atténuantes. Elle a, vous l'avez rappelé, professeur Belmého, souffert pendant plus d'un siècle des différentes formes de prédation, pas uniquement économique. Là, au moment où l'on se parle, certains pays continuent justement de subir cette forme, on peut l'appeler de néocolonialisme, sur le plan financier, économique, des instruments de prédation financier. J'entends par là le franc CFA, par exemple, les restes des systèmes économiques intégrés de la part de certaines multinationales qui se sont accaparées de grandes parts des richesses du sol africain dans des régions telles que, je le disais tout à l'heure, le précaré africain. Comment aujourd'hui permettre à ces pays de s'émanciper via une vision commune africaine? Selon la CEA, les barrières, par exemple, non tarifaires coûtent plus cher aujourd'hui au commerce intra-africain que les droits de douane, délais portuaires, tracasseries douanières, absence d'harmonisation des normes. Nous en avons parlé tantôt. Quelles mesures urgentes doivent être mises en place, qu'on le veuille ou non, dans le cadre de cette ZLECAf pour rendre les échanges réellement fluides? Est-ce que l'Algérie, de par son expérience, peut être le fer de lance de cette stratégie en quelque sorte? Oui, effectivement, c'est la grande question. Mais c'est une question d'ordre politique cette fois-ci. Parce que les décisions sont politiques. Les décisions se prennent au niveau des États.
l'UA n'a pas encore atteint le niveau d'une confédération ou d'un État fédéral des autres États. Donc il y a l'État national. J'aimerais quand même que vous me disiez par la suite comment elle se décline au niveau économique. Oui, mais au niveau politique, je pense qu'il faut qu'il y ait des accords au niveau de l'UA, parce que l'UA fonctionne beaucoup plus sous forme politique. Bien sûr. Et à ce moment-là, quand il y a des accords au niveau politique, ils peuvent être mis en œuvre au niveau de la base. Là, sur le plan politique, il y a beaucoup de friction encore en Afrique. Et nous n'avons pas encore atteint un niveau de maturité et un niveau de prise de conscience plus ou moins le même partout. Nous avons des pays qui sont encore articulés à leur tuteur, alors appelons ça comme ça. D'autres pays qui ne sont pas dotés d'institutions capables d'organiser l'activité économique. Et puis d'autres pays qui sont à nouveau soumis à une nouvelle forme de colonisation. Oui. Il y a de tout cela, hein. Je ne porte pas des jugements, mais je constate. Alors, je pense que la meilleure façon de faire, c'est la solidarité. Il faut que les pays africains soient solidaires entre eux pour aider les plus démunis à s'en sortir et à s'organiser et à avoir des institutions respectables. Ça, c'est la première chose. Le NEPAD visait ça. Oui. Voilà, pour revenir à l'Afrique, le NEPAD, en 2003, j'étais présent à la la directrice générale est présente ici dans le cadre de cette 4e édition de l'IATF, je tiens à le rappeler. Donc en 2003, quand on a lancé le NEPAD, j'étais présent à Addis Abeba pour lancer cette évaluation, l'évaluation par les pairs. Par les pairs, oui. Et l'idée, c'était celle-là, justement. On procède à une évaluation de la gouvernance. Le fameux MAEP, dans l'Algérie, sur la présidence actuelle. Oui. Et puis, une fois que les pays sont organisés, plus ou moins, ils ont une gouvernance respectable, moins de corruption, plus de transparence, plus de règles juridiques à la place des règles informelles, on peut passer à un stade supérieur. Mais je peux vous dire que certains pays, il n'y a pas beaucoup de volontaires aujourd'hui pour cet exercice. Vous vous rappelez, l'Algérie et l'Afrique du Sud étaient les premiers pays qui se sont portés volontaires en 2003. Il y a des pays qui jusqu'à présent ne veulent pas avoir cette... Parce que c'est volontaire, on adhère ou on n'adhère pas. Jusqu'à présent, n'ont pas exprimé le souhait d'être évalués par les pairs. Et donc, c'est une forme de retrait. Oui. Voilà. Donc, voilà, c'est une expérience qu'il faut capitaliser. Je ne dis pas qu'elle a échoué, pas du tout. Au contraire, c'est une bonne expérience. Il faut multiplier ces expériences sur le plan institutionnel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que pour l'économie, l'un des éléments fondamentaux pour aider au développement économique, c'est une banque de développement. Vous allez me dire, mais nous avons la BAD. Oui. Non, la BAD a fonctionné sur d'autres logiques parce qu'elle a été créée avant qu'on arrive à cette UA. Donc elle fonctionne selon une autre logique qui n'est pas celle de l'intégration, même si elle accorde des crédits par-ci, par-là à des pays de taux bonifiés souvent. Mais je pense là une banque africaine sous l'égide de l'UA. Pas sous la tutelle, mais sous l'égide, c'est-à-dire une banque qui va dans le sens de réaliser les objectifs arrêtés par l'UA. C'est-à-dire c'est le politique qui sera traduit dans le système financier. Et là, la question la plus sérieuse, à laquelle on ne veut pas débattre, c'est que dans les pays africains, hormis 4 ou 5 pays, l'épargne est très, très, très faible. L'épargne dans l'économie est très faible. Alors, comment voulez-vous qu'on puisse faire de développement si on n'a pas une épargne? Ça, c'est la grande question. Et aujourd'hui, beaucoup de pays pensent pouvoir encore vivre sur l'aide internationale. Le PNUD leur donne un petit bout, la Banque mondiale leur accorde un petit investissement. Et ils sont là, ils entretiennent ce système de survie. Là, je pense qu'il faut casser ce cycle et le remplacer par quelque chose, une institution financière qui va aider ces pays à sortir de leur système d'assistance. Et là, ce n'est pas facile parce que, comme je viens de le dire,
très peu de pays ont de l'épargne. C'est-à-dire ce matelas peut-être qui pourrait leur permettre de financer. Mais si on est suffisamment organisé, on peut mobiliser du capital international. Ce n'est pas interdit de mobiliser du capital international. Lorsqu'on lui donne des garanties, le capital international va trouver aussi un intérêt à investir. Donc la question du financement du développement est centrale. Et là, je n'ai pas entendu beaucoup de discours sur cette question parce qu'elle est difficile. Et comme elle est difficile, on préfère ne pas en parler trop parce que... Peut-être qu'elle sera d'actualité lors de cette 4e édition de l'IATF. Ce matin, j'ai écouté le discours du président de la Afreximbank. Afreximbank, on va en parler justement. Oui. Son discours, c'est celui... Monsieur Obasanjo. Pas Obasanjo, non. Ah, pas Obasanjo, pardon, monsieur Ouattara. Voilà. Son discours, c'est celui d'une banque commerciale ultralibérale qui est là pour financer le commerce extérieur. Je pense que l'Afrique a besoin d'autre chose que de ça. Très bien, on espère que l'on pourra débattre justement lors de cette 4e édition à niveau institutionnel de toutes ces questions. L'Afreximbank, nous sommes obligés d'en parler, elle est au cœur de cette 4e édition de l'IATF. Je le disais, l'import-export, le financement du développement, certains développements via l'investissement productif dans un certain nombre de pays africains. Quelle vision là aussi, docteur Bacha, faut-il mettre en avant à la fois sur le plan macroéconomique, microéconomique, mais surtout financier? Oui. Il y a effectivement un certain nombre d'orientations qui ont été imposées dans l'idéologie dominante à travers le libéralisme qui a été promu pendant des années et qui a été servi aux pays africains comme recette miracle pour le développement. Effectivement, c'est un changement de paradigme important qui doit se faire par rapport effectivement au développement. L'idée, par exemple, de la promotion du développement, c'est une idée qui a fait son cours et qui est considérée comme étant l'idée force du développement des pays en voie de développement. Alors que l'on sait pertinemment que ce qui développe, ce n'est pas la promotion de l'investissement, c'est le développement en tant que tel, en tant qu'outil industriel, commercial, économique et technologique. Donc un retour à une démarche de développement volontariste qui remet chaque acteur dans son rôle. Un État africain ne peut pas jouer simplement sur le domaine de la régulation. Il a une mission historique à accomplir, c'est d'être le levier, le catalyseur, le facilitateur, et y compris sur certains domaines, l'investisseur. Sinon, si l'État se dissocie de sa mission, nous aurons des pays qui courent après l'investisseur en lui offrant des avantages fiscaux, parafiscaux, et qui finalement ne mènent pas au développement. Parce que la logique n'est pas une logique de développement, c'est une logique de croissance peut-être des entreprises ou des investisseurs concernés. Donc un pays, lorsqu'il promeut la promotion d'investissement, se met dans la logique de l'entreprise, même bienveillante, et qui veut investir en toute bonne foi. Donc l'idée, priorité au direct, docteur Bacha, permettez-moi de vous interrompre. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune vient d'arriver à l'instant même au Palais des Expositions Safex à Alger pour inaugurer la foire de l'IATF, de cette 4e édition de l'IATF. Comme vous pouvez le voir sur ces images, le président Abdelmadjid Tebboune arrive actuellement, en ce moment même, au Palais des Expositions. Il est en train de saluer ses invités pour cette 4e édition d'IATF ici en Algérie. Il serre la main actuellement à la vice-présidente algérienne de la Commission africaine, le Premier ministre algérien, mais également d'autres personnalités venues prendre part à cette foire de l'IATF. Je le rappelle, au Palais des Expositions à Alger. Plusieurs activités sont au programme justement de cette foire. Je rappelle qu'aujourd'hui a eu lieu l'Algeria Day. Nous aurons demain justement une activité qui concernera les fameuses
API, les agences de promotion de l'investissement africaines, plus de 30 agences de promotion d'investissement africaines se donnent rendez-vous demain à la SAFEX, mais également le CANEX qui établira son quartier général à ce palais des expositions. Voilà donc quelques-unes des activités qui sont inscrites au programme. Je reviens vers vous, docteur Bacha. Nous parlions justement de cette manière, de cette vision de mettre en branle l'aspect macroéconomique, microéconomique et financier pour permettre au développement africain d'aller de l'avant, mais selon une vision des standards, encore une fois, d'intégration économique africaine avant tout. Absolument. Donc, mon idée, c'est qu'on puisse peut-être en finir avec cette démarche de promotion des investissements qui finalement a mené à des impasses. On attend l'investisseur, il faut être soi-même investisseur et faire en sorte que l'État rejoue son rôle pleinement à l'État, dans tous les États africains. Quelles sont les alternatives, docteur Bacha? Donc enfin, pas les alternatives, mais des solutions qu'on pourrait également envisager. Qu'on revienne à une réhabilitation de la planification stratégique comme outil qui permet de bien comprendre l'état dans lequel on est et de se projeter sur les 10, 15, 20 ans qui viennent. Indépendamment de ça, on va continuer à s'adosser au mouvement qui se passe ailleurs en essayant de s'y coller du mieux qu'on peut. Donc on reste dans une attitude beaucoup plus passive qu'active. Et donc réévaluer au niveau africain les rôles des États dans le développement économique, industriel et technologique. Et l'autre aspect important à mon avis, c'est de réhabiliter la jeunesse africaine et lui redonner un mot fort dans l'acte du développement, pas simplement en favorisant les startups, mais en encourageant... 60% de la population africaine a moins de 25 ans, appelons-le. Absolument. Donc c'est une masse humaine qui est extrêmement importante, qui est maintenant informée, connectée, qui connaît les enjeux et qui a donc cette ambition de devenir un acteur du développement. Et donc la jeunesse doit constituer le levier et peut-être revenir à des formes d'organisation qu'on pense parfois caduques sur le plan historique, comme les coopératives, que ce soit industrielles ou agricoles. Il y a beaucoup d'entreprises qu'on pense capitalistes, mais qui, sur le fond, sont une agglomération d'intérêts individuels constitués en coopérative. Donc, c'est des formats qui nous permettent d'impulser la jeunesse, d'impulser le développement et de faire en sorte que l'État devienne un acteur et un accompagnateur du développement pour faire en sorte qu'à un moment donné, les entreprises se densifient, deviennent véritablement des acteurs du jeu économique et industriel et participent au développement de leur pays, au développement de l'Afrique. Donc c'est des enjeux qui sont importants, qu'on en soit conscient. Et cette conscience stratégique, je pense, est partagée par beaucoup de monde maintenant pour sortir un peu de l'État libéral, l'État fiscal. Nous avons un État social qui est extrêmement important et on doit le protéger. Mais on a ici un État, au sens grand E, économique, qui doit aussi retrouver un certain nombre de fonctions stratégiques de développement dont on l'a délesté pour des raisons peut-être d'économie de marché, d'idéologie à un moment donné qui faisait florès et qui finalement a abouti à une stagnation économique de pays qui, lorsque ils se développent avec des 2 ou 3% de croissance, pensent avoir fait l'affaire. Alors qu'ils sont très loin du décollage qui est attendu de chaque pays africain. Revenons, si vous le voulez bien sûr, un peu aux aspects macroéconomiques. Nonobstant, l'Afrique a de réelles chances parce qu'elle a du potentiel et les fameuses crises, dirons-nous, économiques qui participent à cet effort qui se veut refaçonner, reconfigurer le paysage économique mondial et qui met en avant des perspectives comme la colocalisation industrielle dont les pays africains, certains nombres du moins, pourraient bénéficier, notamment vis-à-vis du voisin européen qui est en face des pays nord-africains. Comment aujourd'hui mettre en branle une stratégie qui pourrait nous permettre, nous, pays africains, professeur Belmihoub, de parler, de négocier d'égal à égal à cette Union européenne, une autre forme peut-être plus libérale de l'intégration économique pour
convaincre ces pays européens de nous regarder autrement et d'envisager une espèce de colocalisation industrielle qui serait plus bénéfique aux économies de part et d'autre de la Méditerranée. Oui, vous avez terminé votre question par la Méditerranée. Oui. Ceci est valable pour la Méditerranée, pas pour les autres. Oui. Bien que justement, l'aspect, il y a des choses qui se passent. Il y a l'aspect intégration à travers ces infrastructures qui pourrait justement être extrapolé aux autres pays africains. Alors, effectivement, on a beaucoup espéré, on a beaucoup pronostiqué sur cette délocalisation, colocalisation. Le problème qui s'est posé, c'est celui de la productivité du travail. Les Européens, enfin les investisseurs des pays développés trouvent que la productivité du travail dans ces pays est très faible. Et par conséquent, ils ne veulent pas risquer de s'installer d'une façon très significative. Et on pourrait inverser la question, peut-être qu'ils trouvent ce taux de productivité dans certains pays asiatiques, pour ne pas les citer, plus intéressant, mais ce modèle pourrait s'effondrer dans quelques années parce qu'il n'est pas viable, tout simplement. Oui, c'est ça la grande question. Les Européens auraient aimé avoir comme voisin l'Asie. Oui. Bon, ils ont eu l'Afrique, qui considèrent qu'ils ne sont pas encore suffisamment développés sur le plan de la qualification de la main-d'œuvre, etc., etc. Parce que l'Afrique peut-être refuse justement de ressembler à ce modèle asiatique, qui mène d'une manière ou d'une autre à une certaine forme de prédation économique, qu'on le veuille ou non. Mais la productivité, je pense que la productivité a une neutralité. Quand on produit de la richesse, elle est valorisée, elle correspond à une unité de travail qui produit une valeur. Je pense que sur ce plan, c'est l'indicateur le plus objectif pour le moment. Et donc c'est pour dire que l'Europe hésite à investir en Afrique dans la manufacture, ça s'entend. Dans les mines, il n'y a pas de problème. Ils sont déjà dedans, dans les pétroles, dans le gaz, dans les minerais. Là, ça ne pose pas de problème. Par contre, dans l'industrie manufacturière, une petite hésitation. Et les Chinois, non. Par contre, là, parce que les Chinois, quand ils négocient leur contrat en Afrique, souvent, ils viennent avec 30% minimum de main-d'œuvre chinoise. Donc, mélanger les 30% de la main-d'œuvre chinoise avec la main-d'œuvre éthiopienne, parce que c'est en Éthiopie qu'ils investissent le plus, en Égypte, dans le textile aussi. Ils pensent qu'avec 30%, ils mettent de l'ordre. Voilà, ils mettent une discipline, un effet d'apprentissage, etc. Nous allons revenir vers ce débat et cette réponse, professeur Belmihoub, juste après cette dernière pause. Mesdames et messieurs, restez avec nous, nous sommes de retour dans quelques instants.